Wesh l'équipe, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième épisode de Foot Business, la série de vidéos qui s'attaque au monde des affaires autour du foot et qui n'a encore une fois pas pour vocation de vous parler tactique ou technique. Ici, on est là pour parler oseille, gros sous, investissement, mais aussi et surtout rentabilité et tout ce qui va l'influencer. Dans le premier épisode, on avait traité ensemble les audiences et de la rentabilité du foot français. On avait parlé de son histoire et on avait vu ensemble l'influence que pouvaient avoir les modes de consommation et l'évolution de la société, notamment en ce qui concerne l'intérêt des jeunes autour du foot de championnat. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode de Foot Business, je vous y renvoie car il est assez important pour comprendre celui-ci. On était revenu sur les grandes lignes de l'histoire d'amour entre Canal et le foot français et on avait évoqué la crise des audiences qui touchait le foot français ainsi que le foot européen dans sa globalité et qui a fini par tendre les relations entre Canal et la Ligue de football professionnel. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé après ça, après le passage de la crise sanitaire que vous connaissez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 2020, depuis même pas un an et demi, le jeu a été complètement chamboulé. « 29 mai 2018. Alors que, comme vous le savez, les audiences du foot français sont en chute libre depuis une dizaine d'années, la Ligue de football professionnel a réussi le tour de force de tirer un peu moins de 1,2 milliard d'euros par an pour la vente de ses droits TV. Au cours d'un appel d'offres historique puisque Canal sera pour la première fois mis sur la touche. C'est Mediapro, un groupe d'origine espagnole dont les actionnaires majoritaires sont des investisseurs chinois, qui obtient les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Le groupe audiovisuel espagnol n'en est pas à son coup d'essai, puisque quelques mois plus tôt, en février 2018, ils étaient déjà parvenus à obtenir les droits du football italien, la Serie A, devant la chaîne historique Sky Italia, pour un montant de 1,05 milliard d'euros par an. Sauf que voilà, quelques mois plus tard, la Ligue italienne revient sur sa décision et annule l'attribution des droits au groupe espagnol. La raison étant que ce dernier n'avait pas apporté assez de garanties financières. Alors comment ça se fait que la LFP a quand même décidé d'attribuer ses droits à Mediapro, prenant par ailleurs le risque de se mettre à dos son partenaire historique, Canal, qui était là depuis plus de 34 ans. Déjà à l'époque, la décision de privilégier Mediapro, un groupe étranger, face à l'offre de Canal qui était pourtant plus en raccord avec la vraie valeur du foot français, a été perçue comme le braquage du siècle. Maxime Saada, le PDG de Canal, s'est longuement exprimé là-dessus sur différents médias. Et le moins que l'on puisse reconnaître au groupe, c'est qu'en 34 ans de diffusion du football français, ils sont clairement les mieux placés pour évaluer la rentabilité ainsi que l'intérêt porté autour du foot français. Et donc bien évidemment sa valeur. Saada parlait alors déjà, dès 2018, d'une surévaluation des droits TV de la Ligue 1. D'après lui, à peu près 1,2 milliard d'euros pour le foot français, c'était beaucoup trop. Et c'était même un modèle intenable financièrement. À une époque où le foot est en perte d'audience à cause des modes de consommation qui évoluent, comme la montée du piratage, d'après lui, investir plus que ce que Canal n'a fait, c'est-à-dire à peu près 700 millions d'euros, et s'aligner sur les prétentions de la Ligue, ça aurait signifié la mort de Canal et du foot français. Parce que oui, encore une fois, l'achat des droits TV pour un diffuseur est un investissement qu'il convient évidemment de rentabiliser. Donc pour résumer clairement, le foot français n'a quasiment jamais été aussi peu rentable. Pourtant, ces droits TV ont atteint un prix jamais égalé. Ce n'était pas seulement paradoxal, c'était carrément de la folie, puisque les droits TV de la Ligue 1 étaient clairement surévalués, c'est-à-dire qu'ils étaient vendus plus que ce qu'ils ne valaient réellement. À ce moment-là, c'était donc une erreur de la LFP qui a carrément succombé à l'appât du gain. Ils ont privilégié l'offre la plus onéreuse sur le court terme, en ignorant toute logique économique et financière basée sur des analyses de rentabilité et de garanties financières apportées par les investisseurs. Le produit du football français a donc été surévalué pour être vendu à des investisseurs étrangers qui avaient peut-être les yeux plus gros que le ventre. Sauf que voilà, à ce moment-là, on est encore en 2018 et Mediapro n'a obtenu les droits que pour la période 2020-2024, ce qui signifie qu'il restait encore 2 ans. Et comme l'a dit Maxime Saada, 2 ans c'est très long, dans le sens où en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et on va voir que pour le coup, il a été visionnaire. En plein milieu de la saison 2019-2020, la crise sanitaire que nous connaissons tous frappe le monde. Et par ricochet, le monde du football français, qui était à l'époque diffusé par Canal. Comme nous l'avons évoqué dans l'épisode 1, l'arrêt de la Ligue 1 en pleine saison provoquera un manque à gagner conséquent dans les caisses des clubs français, qui n'engrangeaient aucun bénéfice. L'État a payé par l'intermédiaire de prêts garantis, ce qui permit au club d'éviter la faillite et de pouvoir aborder la saison 2020 chez son nouveau diffuseur qui allait le surpayer. Avec 1,2 milliard d'euros par an, le football français, malgré la crise sanitaire, allait pouvoir redémarrer et être plus compétitif que jamais. C'était en tout cas le point de vue positif, un poil naïf, que possédaient les différents présidents de club, puisqu'il ne fallut que quelques mois pour que tout le château de cartes s'écroule. Et en face, c'est Paris-Ron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain.
Comme nous le disions, Mediapro est un groupe audiovisuel espagnol habitué dans l'achat de droits TV, qui a bien sûr pour obligation d'être rentable. Rentabiliser leur investissement était donc une priorité, et ce, avant même de payer son dû au foot français. Et autant vous dire que rentabiliser un produit surévalué à plus d'1 milliard d'euros, dont les audiences sont en chute libre depuis des années, ça allait pas être une chose aisée. C'est pourquoi Mediapro a créé sa chaîne Téléfoot et proposé des abonnements à un prix exorbitant de 25 € mensuels. 25 € pour 8 matchs de Ligue 1 par semaine et quelques matchs de Ligue 2. C'est beaucoup trop pour un public qui, encore une fois, consomme de plus en plus de streaming, d'IPTV ou qui se détourne tout simplement du foot français, en tout cas du foot de championnat. L'objectif de la fixation du prix d'abonnement à 25 € par mois était de rentabiliser le plus rapidement possible l'investissement fait sur les droits télé, et ce grâce aux simples abonnements. Mais bon, ça a été un échec cuisant, pour ne pas dire un fiasco total, puisque les chiffres d'abonnement furent catastrophiques, seulement 600 000 abonnés d'après les annonces du groupe Mediapro, alors que l'équipe estime ce chiffre à plus proche de 480 000, et ne parlons même pas des audiences. Le PSG-OM qui a été diffusé sur Téléfoot, qui est pourtant le match le plus médiatisé du foot français, ainsi que l'une des affiches les plus attendues de notre bon vieux championnat, a fait un triste score d'audience de 400 000 téléspectateurs. Pour la première fois, les audiences du top 14 et celles de la F1 dépassaient celles du foot. Ce fut une perte de visibilité terrible pour notre foot français, et il ne fut pas longtemps pour que Mediapro soit poussé dans un gouffre financier impossible à combler. Rapidement, le groupe se retrouvera en banqueroute, dans une situation d'incapacité de paiement de ce qu'il devait au foot français, qui aurait d'ailleurs pu ne plus avoir de diffuseur pour la seconde partie de la saison. Mais comme évoqué plus tôt, Canal avait tout prévu. Je ne dis pas qu'ils avaient tout planifié à l'avance, mais comme nous l'avons vu, Maxime Saada avait clairement émis des hypothèses sur l'avenir de la diffusion du foot français, ainsi que de nombreuses réserves quant à la solvabilité du groupe Mediapro. Dès 2018, il avait dit comprendre la décision de la Ligue en privilégiant un acteur qui offrait plus, mais s'interrogeait déjà sur la pertinence de ce choix, vis-à-vis du manque de garantie financière. Donc comme on peut s'en douter, chez Canal, qui sont quand même les cocus de l'histoire, on n'avait pas vraiment digéré le coup que leur avait fait la Ligue. C'est ainsi qu'un bras de fer ainsi qu'un feuilleton digne des plus grandes séries politiques, type Baron Noir ou House of Cards, débuta entre la LFP et le groupe Canal+. D'après certaines rumeurs, Bolloré aurait même déclaré à des salariés au cours d'une réunion privée qu'il souhaitait voir les présidents de clubs crever dans une mare de sang. Alors ouais, si c'est avéré, c'est quand même hardcore. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux dirigeants de Canal? Ce qui est sûr, c'est qu'en janvier 2020, la Ligue était clairement en mauvaise posture. Et après quelques mois de négociations, qui ressemblaient quand même vu de l'extérieur à des supplications de la Ligue envers Canal, le diffuseur historique acceptera de racheter les droits jusqu'à la fin de saison, avant de proposer un nouvel appel d'offres pour les prochaines saisons, et donc potentiellement obtenir des droits au rabais. Stratégie très intéressante de Canal qui sauva le foot français, s'attribuant donc le bon rôle et obtenant ce qu'il voulait depuis le début, c'est-à-dire une réévaluation des droits à la baisse. Après la trahison Mediapro, l'histoire d'amour entre Canal et le foot français était déjà terminée. Il n'y avait désormais plus rien de personnel, ce n'était plus du business. Et oui, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça a toujours été du business, mais là on est clairement rentré dans un rapport de force asymétrique avec une institution qui en maintient une autre envie et qui peut donc tout décider de son avenir. À la fin de saison, on voyait donc mal les membres de la Ligue faire la même erreur que 2 ans plus tôt, en se brouillant une fois de plus avec son partenaire au profit d'un acteur étranger sorti de nulle part. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Contre toute attente, la LFP a encore une fois choisi de privilégier un nouvel acteur, qui apportait cette fois-ci bien plus de garanties que Mediapro, dans la mesure où il fait partie des GAFAM, les entreprises les plus puissantes au monde. Une nouvelle guerre allait donc éclater entre les deux partenaires historiques et le football français allait être pris en otage par ces différents acteurs. Juin 2021, Prime Video, la plateforme streaming de la GAFAM Amazon, s'est donc emparée des droits de la Ligue 1 pour la période 2021-2024, soit 8 matchs par jour de Ligue 1, dont l'affiche du dimanche soir, et 8 matchs par jour de Ligue 2. Alors déjà, on va mettre les choses au clair très rapidement. Jeff Bezos n'a rien à voir avec tout ça. Là, on parle de la filiale française du groupe Amazon, qui cherche simplement à gagner des parts de marché. L'opération s'élevant à 259 millions d'euros le tout. Décision pour le moins curieuse compte tenu de l'offre de Canal, qui était plus onéreuse que celle d'Amazon. La situation était totalement différente que celle du précédent appel d'offres, durant lequel les droits TV de la Ligue 1 avaient été surévalués à plus d'1 milliard d'euros. Là, on parle de 259 millions d'euros, soit 4 fois moins. Bon, il faut ajouter à cela les 331 millions versés par Canal pour la diffusion de 2 matchs par journée. Ce qui est encore une fois très curieux. Canal paye donc plus cher qu'Amazon pour diffuser moins de matchs. La position historique de la LFP, qui était de privilégier son partenaire historique, avait donc clairement changé. Après avoir sauvé le foot français, Canal était de nouveau le cocu de l'histoire, et décidera cette fois-ci de traîner l'affaire en justice. Par ailleurs, le diffuseur sanctionnera le foot français en diffusant ses matchs
sur sa chaîne en décalé, contrairement aux saisons précédentes où les matchs de Ligue 1 étaient diffusés sur Canal+ ou Canal+ Sport. La décision de se brouiller une fois de plus avec son partenaire historique était-elle donc si intelligente que ça? S'agit-il d'un vrai pari sur l'avenir, d'une décision visionnaire ou d'un simple choix d'orgueil, les présidents de la Ligue n'ayant pas apprécié le comportement de Canal une fois qu'il avait obtenu la mainmise sur les droits? Cette fois-ci, la guerre était déclarée et rien ne pouvait être fait pour que la situation s'améliore. Mais attardons-nous 2 minutes sur ce nouvel acteur, Amazon, qui est bien différent des médias pro. Amazon est une GAFAM, comme on le disait, un géant du web au même titre que Google, Apple, Facebook et Microsoft. C'est d'abord une plateforme de e-commerce spécialisée dans la vente de livres à distance. La société s'est ensuite diversifiée dans la vente de produits culturels puis marchands. Aujourd'hui, on peut quasiment tout trouver sur Amazon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette stratégie de diversification s'est avérée payante, puisque l'entreprise enregistre aujourd'hui une capitalisation boursière à plus de 1600 milliards de dollars. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'un PIB. Rien qu'en France, le groupe devient le premier distributeur non alimentaire du marché, en termes de chiffre d'affaires en 2016. Année durant laquelle le groupe décide d'encore une fois se diversifier, en créant sa plateforme qui nous intéresse, Prime Video. Ce service de vidéo à la demande est proposé dans le monde à partir de 2016, dans le but simple de concurrencer les plateformes comme Netflix et OCS, mais aussi Disney+. L'objectif de chacune de ces plateformes est simple, élargir un maximum le catalogue proposé aux abonnés. C'est pourquoi cette guerre à l'exclusivité pousse chacune de ces plateformes à innover dans leurs programmes diffusés. C'est donc dans cette démarche qu'Amazon Prime a investi dans le tennis en diffusant sans surcoût pour ses abonnés Roland-Garros. Petit bémol quand même, les audiences du tennis n'étaient pas ouf du tout. On parle d'environ 90 000 téléspectateurs par match sur la plateforme, qui était tout de même victime de la concurrence de France 2, qui est également le diffuseur historique du tennis, et en clair en plus, donc gratuitement. Il faut savoir en plus que d'après certaines sources, le résultat d'Amazon en France est au mieux de 400 millions d'euros par an. Donc en déboursant 259 millions d'euros pour les droits télé de la Ligue 1, ils ont investi plus de la moitié de leurs résultats. C'est donc un pari, et un pari assez couillu, il faut le reconnaître vu les montants. Et ce pari, l'entreprise le prend très au sérieux, leur objectif étant encore une fois le gain de part de marché, et la rentabilité au terme de la période de 3 ans, sur lesquels ils auront l'exclusivité des droits télé de la Ligue 1. On peut également supposer qu'il s'agit d'un pari qui consiste à aller capter un nouveau segment de clients à travers le produit de la Ligue 1, ainsi qu'à le pousser à consommer sur les différentes plateformes du groupe. Et 259 millions d'euros par an, c'est beaucoup, surtout pour une plateforme comme Amazon qui est encore en pleine expansion sur le marché français. Il faut ajouter à cela que de l'extérieur, il est quasiment impossible d'évaluer clairement le succès de la plateforme, les audiences n'étant pas comptabilisées comme celles de la télé, et le groupe n'étant pas très transparent vis-à-vis de son nombre d'abonnés. Cependant, maintenant, ça fait quelques mois qu'Amazon diffuse la Ligue 1 et des études plus ou moins précises ont été réalisées pour évaluer le succès de la plateforme. Ainsi, selon une étude de NPA Conseil et Harris Interactive, près d'1,4 million de personnes auraient souscrit au Pass Ligue 1, l'offre d'Amazon permettant d'avoir accès à la Ligue 1. Il s'agit donc d'un succès relatif avec de meilleurs chiffres que ceux de Mediapro l'an précédent, qui rappelons-le était entre 480 000 et 600 000 abonnés. Cependant, il s'agit d'une baisse de visibilité si l'on compare le nombre de souscripteurs au Pass Ligue 1 et la base d'abonnés de Canal+, qui représente un peu moins de 9 millions d'abonnés. Cependant, contrairement à Canal qui semble avoir atteint les limites de son expansion, Amazon est un acteur relativement récent, dont on ne connaît pas encore les limites. Et bien sûr, il est important de dire que plus la plateforme aura d'abonnés, plus le football français sera visible. La Ligue 1 risque de ne pas être rentable directement cette année. On annonce un chiffre d'affaires prévisionnel de 200 millions pour un investissement de 259. Il faudra donc attendre de voir quelle sera la situation en 2024, car encore une fois, 2 ans, c'est très long. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de privilégier Amazon, une plateforme streaming en pleine expansion, est une décision assez couillue, encore une fois. Désolé du terme. Elle pourrait en plus s'avérer visionnaire, dans la mesure où les plateformes streaming se sont clairement imposées comme un nouveau mode de consommation. Du cinéma, des séries, et pourquoi pas du football justement. En misant sur Amazon, la Ligue a peut-être fait un pas de plus dans sa lutte contre le piratage et donc contre la chute des audiences du foot français. C'est donc un pari qui pourrait être payant pour les deux parties, c'est-à-dire Amazon et la Ligue, mais sur le long terme. Sur le court terme, on est en droit d'être perplexe et de s'inquiéter quant à la visibilité de notre bon vieux foot français. Parce que là, si ça foire, je ne suis pas sûr que Canal reviendra. La seule chose que nous pouvons faire est donc attendre, car Amazon pourrait bénéficier d'un facteur dont nous ne parlerons pas dans Foot Business, mais dans un autre format de vidéo. Je parle bien évidemment de la révolution tactique qu'il y a au sein du foot français et de l'explosion de sa compétitivité sur ces dernières années. Bon l'équipe, merci à tous les plus courageux et les plus courageuses d'entre vous qui m'ont écouté jusqu'au bout. Là c'est le deuxième épisode, vous commencez à capter le concept. Les foot business c'est ni plus ni moins que du bourrage de crâne, du concentré d'infos avec un montage nerveux, mais aussi et surtout un gros travail de recherche. Donc l'équipe, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire ou même vous abonner pour ne rien rater de notre futur contenu. On a aussi les réseaux sociaux l'équipe, donc n'hésitez pas à nous follow. En tout cas dans le prochain épisode de Foot Business, on a prévu de s'attaquer à un sujet assez épineux vu qu'on va se consacrer à la guerre que se voue
des nouveaux investisseurs venus d'Orient et des conséquences qu'elle peut avoir sur le football. Donc l'équipe, je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures.